vraiment pas de problème. Donc, merci d'être présente et présent aujourd'hui à l'activité intitulée Planifier son avenir, mieux faire face aux changements avec son entourage. Je suis vraiment très heureuse d'animer l'activité d'aujourd'hui parce que la planification de l'avenir, c'est vraiment le cheval de bataille du projet Revie. Mais c'est vraiment d'insister avec le projet Revie sur le fait que les personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle doivent planifier leur avenir au même titre que les personnes neurotypiques. Donc, avant de commencer la présentation, j'aimerais vous présenter un peu le déroulement de l'activité d'aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, je vais glisser un très court mot sur la programmation 2025. Nous allons ensuite voir ensemble une mise en contexte. Nous allons parler de la planification de l'avenir, puis à la fin, j'espérais vraiment présenter différents outils pour faciliter la planification de l'avenir. Avant de passer au cœur de l'activité d'aujourd'hui, je voulais faire un avertissement de contenu. Aujourd'hui, nous allons parler de sujets potentiellement désagréables pour certaines personnes, tels que les décès, la maladie, l'hospitalisation. Si vous vous sentez mal lorsque j'évoque ces différents concepts, vous pouvez quitter la réunion à tout moment. Vous pouvez aussi me contacter en amont de l'activité. Ça me fait plaisir de parler de ces sujets-là avec vous et de potentiellement vous rediriger vers des ressources si vous en avez besoin. Donc, quelques détails sur la programmation 2025 et ça va être très bref parce qu'aujourd'hui, c'est l'activité de clôture de la programmation 2025, donc la dernière activité de notre cycle d'activités. J'avais surtout envie de mettre de l'avant aujourd'hui que toutes les activités ont été enregistrées et qu'elles vont être disponibles en rediffusion sur notre chaîne YouTube et également sur notre site Web. Donc, si vous accédez à notre chaîne YouTube et à notre site Web, dans l'onglet Programmation 2025, vous allez pouvoir revisionner toutes les activités qui ont été enregistrées. Je voulais également vous faire savoir que je vais vous faire parvenir à vous et à toutes les personnes qui ont participé aux autres activités de la programmation 2025 un sondage global de satisfaction de façon à évaluer un peu la performance de nos différentes activités, mais de façon aussi à savoir si vous aimeriez que d'autres activités de ce type soient organisées dans l'année qui suit. Nous allons maintenant passer à une mise en contexte. Puis oui, avant de passer à la mise en contexte, j'ai créé l'activité aujourd'hui de façon un peu interactive. Donc, à certains moments, je vais vous solliciter. Si vous voulez répondre, vous pouvez tout simplement ouvrir votre micro. Comme je suis en mode présentateur, j'ai un peu de difficulté à voir les mains levées présentement, mais ça me ferait vraiment plaisir que vous participiez en grand nombre aujourd'hui. Donc, mise en contexte. Pourquoi est-ce que c'est important la planification de l'avenir dans un contexte de vieillissement? Donc, d'abord, je pense que c'est important de mentionner que les personnes avec une déficience intellectuelle connaissent une meilleure espérance de vie depuis quelques années. La meilleure espérance de vie des personnes avec une DI va vraiment être liée aux différents progrès qui sont réalisés dans les milieux de la santé et des services sociaux. Du côté de l'autisme, on peut imaginer que l'autisme est une condition qui a toujours existé, mais le diagnostic d'autisme est vraiment un diagnostic récent, ce qui fait en sorte que plusieurs personnes vieillissantes sont potentiellement autistes sans avoir de diagnostic et que d'autres personnes vieillissantes ont reçu un diagnostic tardif. Donc, on peut dire de façon générale que les conditions de vie sont meilleures autant pour les personnes avec une déficience intellectuelle que pour les personnes autistes. Du côté de la déficience intellectuelle, les personnes avec une déficience intellectuelle vont être susceptibles de vivre après le décès de leurs parents, ce qui va évidemment comporter plusieurs défis. Puis du côté de l'autisme, les personnes autistes vont être susceptibles de recevoir de plus en plus de services adaptés à mesure qu'on arrive un peu mieux à comprendre qu'est-ce que c'est l'autisme et comment mieux accompagner les personnes autistes lors de leur trajectoire de vie. J'avais également envie aujourd'hui de parler du vieillissement en parallèle, qui est un phénomène qu'on observe de plus en plus et qui est en quelque sorte une conséquence de l'amélioration de l'espérance de vie. Donc, le vieillissement en parallèle, c'est vraiment un phénomène qui va se produire lorsque les personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle vont vieillir en même temps. Puis, ça va faire en sorte que les personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle et leurs proches vont vivre les effets du vieillissement en même temps. Donc, le vieillissement d'un parti va vraiment influencer le vieillissement de l'autre partie, puis ça va créer des relations de dépendance. J'avais envie de donner un peu un exemple aujourd'hui pour que ce soit plus clair. On pourrait imaginer qu'une personne avec une déficience intellectuelle habite toujours dans son milieu naturel avec ses parents,
Puis, cette personne-là pourrait faire beaucoup de tâches à la maison, par exemple, pour supporter ses parents qui sont en perte d'autonomie. Puis, les parents, de l'autre côté, pourraient vraiment faire en sorte que la personne autiste et ou avec une déficience intellectuelle se rende vraiment le plus souvent possible à ces rendez-vous médicaux. Puis on peut imaginer que la personne en vieillissant, elle aurait de plus en plus de rendez-vous médicaux, évidemment. Par exemple, elle pourrait avoir un diabète de type 2 qui ferait en sorte que la personne devrait avoir un suivi assez fréquent avec un médecin de famille. Donc, évidemment, le vieillissement en parallèle va créer des nouveaux besoins chez les personnes et chez leurs proches, dont le besoin de planifier l'avenir, dont nous allons parler aujourd'hui. Et puis finalement, dernière partie de la mise en contexte, j'avais vraiment envie aujourd'hui de parler de transition, puis de pourquoi est-ce que c'est important de parler des transitions. Donc évidemment, lorsqu'on vieillit, il existe plusieurs types de transitions. Le mot transition va vraiment faire référence à un moment de passage, donc passage d'une situation à une autre, passage d'un moment à un autre, passage d'un service à un autre. Les personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle vont vraiment très souvent être confrontées à des moments de transition où elles vont vivre des changements susceptibles de bouleverser leur vie. Donc, évidemment, lorsqu'on vit une transition et un changement de routine, et c'est susceptible de bouleverser la vie des personnes. Souvent, les personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle vont aussi faire face à des transitions qui sont non planifiées, donc des transitions qui vont se produire dans l'urgence, suite à un changement majeur dans leur vie. On pourrait penser, par exemple, à un déménagement suite au décès d'un proche. Donc, ces transitions-là non planifiées vont vraiment avoir un effet considérable sur la vie des personnes. Je vous ai donné ici quelques exemples de transitions, puis je vous inviterai peut-être, si vous avez d'autres exemples, à les écrire dans le chat ou à prendre la parole. Donc, premier exemple de transition, le passage à la retraite. Donc, le fait de passer d'un travail rémunéré ou du fait de fréquenter un centre de jour à la retraite, ça va créer évidemment, certainement, de grands changements dans la vie de la personne. On a aussi l'exemple du déménagement dont j'ai parlé un peu plus tôt, mais le fait de passer d'un endroit à un autre. Donc, on peut passer d'un milieu familial à une résidence pour personnes âgées, à un CHSLD, à un RTF, à un RI. Il pourrait également y avoir des changements au niveau des activités pratiquées. Donc, lorsque la personne, par exemple, n'a plus la mobilité nécessaire pour pratiquer certaines activités, on devrait être obligé de faire d'autres activités. On a l'exemple de l'hospitalisation aussi. Puis là, l'hospitalisation, ça peut être quelque chose de très ponctuel, mais ça peut être quelque chose de plus long si on parle de soins palliatifs, par exemple. Il y a aussi toutes les transitions qui touchent le vieillissement du corps. Donc, on peut évidemment penser au vieillissement hormonal, mais il pourrait aussi y avoir le vieillissement cognitif, par exemple. Puis là, je me demandais, est-ce que vous auriez d'autres exemples de votre côté? Je vais ouvrir le chat à l'instant si vous voulez donner des exemples. Oui, il y a Ariane qui dit, est-ce que la transition de proche aidant pourrait en être un? Par exemple, le proche aidant principal est le parent et il décède et la relève est prise par un membre de la fratrie. Oui, ça pourrait être un super exemple de transition. Puis c'est vrai que ça crée beaucoup d'enjeux quand c'est la fratrie qui doit maintenant être potentiellement le tuteur de la personne non autonome. Un changement d'emploi adapté, oui. Bonne réponse aussi également. Est-ce que vous auriez d'autres contributions pour les exemples de transition? Ah, on peut passer déjà à l'autre section. On aura l'occasion de parler de d'autres types de transitions, évidemment, à mesure que la présentation avance. Ah oui, j'avais aussi envie de vous poser une autre question. Donc, je pense que j'ai déjà répondu à cette question, mais pourquoi, selon vous, est-il important de préparer les différentes transitions vécues par les personnes à mesure qu'elles vieillissent? Vous pouvez encore une fois répondre dans le chat ou prendre la parole si vous le souhaitez. C'est peut-être un peu une question rhétorique ici. Je pense que la réponse est assez évidente. Mais oui, c'est important de préparer les différentes transitions parce que justement, ça va permettre d'avoir d'une part plus de contrôle sur les différentes transitions qui vont être vécues, mais aussi de ressentir moins d'inconfort quand les différentes transitions vont prendre place dans la mesure où on va avoir un plan qu'on va pouvoir suivre.
Ça va permettre aussi de rassurer les personnes autant que leur famille. Donc, le fait d'avoir un plan prédéfini, un plan flexible mais prédéfini, va vraiment permettre de rassurer les personnes par rapport aux différentes inquiétudes qui peuvent découler du vieillissement. Nous allons maintenant passer à la section sur la planification de l'avenir. Donc, qu'est-ce que c'est la planification de l'avenir? C'est vraiment un processus qui va permettre d'organiser son avenir en prenant en compte les réalités spécifiques, les souhaits, puis les valeurs de la personne. Donc ici, quand j'utilise l'expression réalité spécifique, je fais évidemment référence au fait que les personnes ont des parcours de vie différents, des ressources différentes, viennent de milieux différents. Donc c'est important de prendre en compte toutes ces dimensions lorsqu'on planifie l'avenir de quelqu'un. La planification va aussi permettre d'identifier en amont les valeurs et les souhaits importants pour la personne. Donc, ça fait ici vraiment référence au concept d'autodétermination, donc à la possibilité d'avoir du contrôle sur sa vie. Donc, en identifiant les souhaits et les valeurs, on va permettre à la personne d'avoir plus de contrôle sur sa vie. Et puis, finalement, la planification va permettre de fixer des objectifs alignés avec les souhaits et les valeurs. Donc, vraiment essayer de faire en sorte que la planification corresponde aux besoins de la personne, à ses valeurs, puis de fixer des objectifs concrets pour arriver à atteindre ces objectifs. Donc, par exemple, si une personne en vieillissant souhaite rester active socialement, on peut trouver des moyens concrets pour faire en sorte que la personne reste active socialement après sa retraite, par exemple, ou lors d'un déménagement qui pourrait potentiellement l'isoler. J'avais aussi envie aujourd'hui de faire une analogie avec la démarche Teva, démarche que vous connaissez sans doute, mais la démarche Teva, c'est vraiment la démarche qui va permettre la transition de l'école vers la vie adulte. Ça va être une démarche qui est fondée sur la planification afin de permettre aux jeunes qui fréquentent l'école de préparer leur projet de vie en prenant en compte des besoins spécifiques. Là, évidemment, c'est une démarche qui apparaît vraiment dans un contexte de trou de service après l'école, malheureusement. Donc, c'est assez difficile souvent de trouver des ressources pour les personnes lorsqu'elles ont 21 ans. Donc, c'est une démarche justement qui va essayer de pallier à ce trou de service en essayant de créer un plan avec la personne qui fréquente toujours l'école. Puis le plan va vraiment être aligné autour des besoins de la personne puis de comment elle a envie d'occuper son temps après l'école. Donc, oui, c'est une démarche qui est centrée autour de l'élève et de ses besoins. Puis l'analogie que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'est vraiment que de la même façon qu'il faut préparer la transition de l'école vers la vie adulte, il faut préparer la transition vers la vieillesse en planifiant son avenir. J'avais maintenant envie de parler un peu avec vous du rôle de l'entourage. Donc, quel rôle peut jouer l'entourage dans la planification de l'avenir? Donc, évidemment que les personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle doivent vraiment être directement impliquées dans le processus de planification de l'avenir. Mais aujourd'hui, j'avais envie de mettre l'emphase sur le fait que la planification, ça reste une responsabilité partagée. Puis toutes les personnes qui sont dans l'entourage des personnes avec une DI ou avec une déficience intellectuelle ou avec un diagnostic d'autisme, pardon, sont responsables de la planification. Donc, évidemment, à différents degrés, mais c'est une responsabilité qui est commune d'essayer de planifier l'avenir des personnes. Donc, comme je l'ai dit un peu précédemment, le processus de planification va vraiment permettre notamment de limiter les inquiétudes qui sont liées au vieillissement, donc autant celles des personnes que celles des proches. Puis, je voulais aussi mentionner aujourd'hui que le rôle de l'entourage est vraiment exploré davantage dans la démarche passage. La démarche passage, c'est une démarche qui a été créée lors de la première phase du projet Revie. C'est une démarche qui cherche à vraiment impliquer les personnes et le cercle d'accompagnement des personnes dans la planification. Justement parce qu'on a réalisé sur le terrain que souvent les personnes autistes et ou avec une DI ont tendance à vraiment faire une planification un peu plus tardive du vieillissement avec leur entourage. Je voulais aussi mentionner que la chercheure Camille Gauthier-Boudreau et son équipe de recherche sont présentement en train de faire l'expérimentation de cette démarche-là. Puis vous pouvez consulter le projet de recherche sur le site de la chaire Autodétermination et handicap. Aujourd'hui, j'avais envie d'ailleurs de donner quelques conseils par rapport à la planification avec l'entourage. Puis ces conseils-là sont vraiment
tirés de la démarche passage. Donc, on va passer au premier conseil, qui est vraiment la personne au cœur de la planification. Qu'est-ce que ça veut dire, la personne au cœur de la planification? Tout simplement qu'il faut placer la personne au cœur de la démarche de planification. Puis, pour y arriver, il faut trouver les moyens pour favoriser la participation de la personne dans les prises de décision, puis trouver également des moyens de permettre aux personnes de nommer leurs valeurs et leurs besoins. Donc, je pense que la façon la plus simple d'y arriver, c'est tout simplement en prenant la peine de parler avec la personne, puis de lui expliquer les différents enjeux liés aux décisions qui vont être prises. Généralement, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est aussi important, puis j'aime toujours faire le rappel, mais de respecter les décisions qui sont prises par les personnes. Parfois, on arrive difficilement à comprendre les décisions qui sont prises par les personnes autour de nous parce que c'est lié à des questions davantage de valeur, mais c'est important de respecter les décisions que les personnes vont prendre. Le deuxième conseil est celui de l'accompagnement en continu. Donc, c'est important d'avoir un plan, mais le plan peut changer à mesure que le temps avance, puis l'accompagnement est nécessaire tout au long de la vie de la personne. Donc, l'accompagnement peut commencer dès l'âge de 35 ans ou même plus tôt au besoin. D'ailleurs, on sait que souvent, les personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle ont un vieillissement qui est précoce, donc un vieillissement qui va commencer plus tôt que celui du reste de la population. Donc, on peut commencer à planifier très tôt l'avenir des personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle. Ensuite, l'accompagnement doit vraiment prendre en compte les réalités spécifiques puis les besoins spécifiques de la personne et ça de façon flexible. On peut imaginer qu'à mesure que la personne vieillit, ses réalités spécifiques vont changer, ses besoins spécifiques vont changer, puis l'accompagnement doit être capable d'évoluer avec les différents changements. Donc, essayer de faire en sorte qu'on arrive à prendre les besoins de la personne en compte quand elle a 40 ans, mais également lorsqu'elle va avoir 70 ans, par exemple. Et puis, finalement, l'accompagnement va soutenir la planification à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, c'est important, évidemment, d'avoir un plan pour la personne, pour l'avenir à venir, mais c'est également important de se projeter un peu plus dans le futur, puis se poser des questions du genre, présentement, la personne habite dans son milieu naturel avec ses parents, mais justement, qu'est-ce qu'on va faire lorsque la personne ne pourra plus habiter dans son milieu naturel, même si ce sont des réflexions qui sont potentiellement désagréables, c'est important d'y réfléchir le plus tôt possible de façon à éviter justement les transitions qui vont être non planifiées. Puis finalement, le dernier conseil qui repose vraiment sur la collaboration et la communication. Donc, pour pouvoir planifier, c'est important de collaborer avec d'autres personnes, de communiquer avec d'autres personnes. Ça permet aussi d'éviter l'épuisement des proches aidants et des proches aidantes, le fait de collaborer avec d'autres personnes. Donc, l'entourage va notamment pouvoir soutenir la planification en fonction de ses différentes expertises, mais également du type de lien qui va être entretenu avec la personne. Donc, évidemment, il y a plusieurs expertises généralement qui gravitent dans la vie des personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle, puis c'est important de respecter les différentes expertises dans la mesure où souvent les personnes sont les mieux placées pour prendre certaines décisions. Mais c'est aussi important de respecter le type de lien qui va être entretenu avec la personne. Je pense que il y a des personnes qui ont peut-être un peu plus de poids dans la balance quand vient le temps de prendre des décisions, comme la famille, par exemple, puis c'est important de respecter ça également. Et puis finalement, les personnes impliquées dans la planification vont communiquer entre elles, partager leur point de vue et contribuer à la prise de décision, toujours en plaçant la personne au centre de la prise de décision. Donc, ça peut valoir la peine dans certaines situations, surtout dans les situations complexes, d'essayer d'avoir le point de vue de plusieurs personnes pour prendre la décision la plus éclairée, puis la plus adaptée à la situation de la personne. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de présenter sur la planification? Encore une fois, possible de les écrire dans le chat ou de prendre la parole en ouvrant son micro. Sinon, je pourrais présenter quelques exemples de quoi planifier. Ben moi, j'en aurais une. Oui, bien sûr, Lynn. Ça serait comme, tu sais, bon, on fait un plan avec la personne selon les valeurs, les souhaits de Mhm. tout le monde, ce que j'ai bien compris. Mais qu'est-ce qui arrive quand il n'y en a pas de, tu
sais, il peut y avoir des consensus sur certains aspects, mais sur d'autres aspects, comme justement le lieu d'habitation, il n'y en aurait pas. Il n'y a Il pas de arrive. consensus par rapport au lieu d'habitation? Ouais, c'est ça. Hmm, Parce que, en fait, je dis ça parce oui. que c'est sûr que bon, mon fils, notre fils, il voudrait vivre avec nous tout le temps. Mhm, À un moment donné, tu sais, si dans 10 ans, mettons, c'est plus possible, mhm, puis que là, il veut toujours pas, ben là, ça serait un problème, là, tu sais. Puis, je dis ça parce qu'il y a une travailleuse sociale à qui j'ai parlé, elle, ce qu'elle disait, c'est essayer de faire un plan avec plusieurs scénarios, tu sais. mhm, Au moins deux ou trois scénarios. Puis, tu sais, c'est sûr que, bon, comme vous dites, si on en parle, ça peut rassurer tout le monde. mhm. Mais mettons que Oui. c'est pas le scénario qu'il aurait choisi, puis Mhm, que là, c'est sûr qu'il va avoir de l'anxiété et tout, là. mhm. Je C'est un pense peu. que, en plus, la question de l'habitation, c'est une question qui est très complexe dans la mesure où on sait qu'il y a peu d'opportunités en habitation, malheureusement, pour les personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle. Mais je trouve que l'idée de la travailleuse sociale et d'avoir plusieurs scénarios, elle est vraiment très bien. Et puis, c'est vrai que peut-être qu'il y a un moment donné où ce serait le désir de rester dans son milieu naturel le plus longtemps possible, mais peut-être que ce sera plus possible pour différentes raisons. Puis malheureusement, il va falloir s'adapter, en effet, à cette nouvelle situation. Mm. Oui. Donc, ouais, peut-être avoir deux, trois scénarios, peut-être aussi profiter du temps que vous avez devant vous pour parler de l'éventualité que ce soit plus possible pour préparer justement un peu le terrain. Mhm. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on avait d'autres questions par rapport à ce qui vient d'être présenté? Sinon, on peut donner des exemples de quoi planifier. Parfait. Donc, quoi planifier? Je commencerai peut-être par la retraite et les revenus. Donc, justement, qu'est-ce que la personne va faire quand elle va être à la retraite? Comment est-ce qu'elle va garder des moments de socialisation? Comment est-ce qu'elle va faire pour avoir un rôle social actif en étant à la retraite? Évidemment, on peut se poser des questions en lien avec les revenus. Donc, on peut imaginer que la personne aurait potentiellement une baisse de revenus lorsqu'elle va prendre sa retraite. Donc, comment est-ce qu'on va gérer cette baisse de revenus pour que la personne elle ait tout ce dont elle a besoin? Ensuite, évidemment, le lieu d'habitation, puis ça fait un peu écho à l'échange qu'on vient juste d'avoir avec Lynn, mais où la personne va habiter? Est-ce qu'on veut faire en sorte justement que la personne habite le plus longtemps dans son milieu naturel? Si c'est le cas, quel service on peut aller chercher pour que la personne habite le plus longtemps dans son milieu naturel? Si c'est pas possible de le faire, est-ce que on souhaite que la personne habite dans une ressource ou un milieu de vie tout près de où on habite? Est-ce qu'on envisage un déménagement pour être plus près de certains services? Ensuite, on peut planifier aussi les activités qui vont être pratiquées. Donc, évidemment, à mesure que la personne vieillit, on peut imaginer qu'elle sera peut-être plus en mesure de pratiquer les mêmes activités. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver des activités qui vont être adaptées aux nouveaux besoins de la personne, des activités qui vont respecter le rythme de la personne, etc. La question des services à domicile dont j'ai parlé un peu précédemment, mais vraiment, est-ce qu'on peut faire en sorte de recevoir certains services à domicile pour faciliter autant la vie de la personne que des proches aidants de la personne? Donc, ça pourrait être, par exemple, de l'aide domestique ou de l'aide à l'habillement, par exemple, ou de l'aide pour les déplacements. Ensuite, toutes les questions qui vont toucher la garde légale, donc qui est responsable de la personne suite à un décès? Est-ce que c'est justement la fratrie qui va être responsable de la personne? Est-ce que la personne va être sous la tutelle du curateur public, etc. Puis ici, je me demandais justement est-ce que vous avez d'autres exemples, sinon j'en ai quelques autres de mon côté, donc je pourrais parler rapidement. Encore une fois, vous pouvez les écrire dans le chat, prendre la parole. Je peux peut-être donner d'autres exemples. D'ailleurs, on a organisé une activité sur cette thématique récemment, mais tout ce qui touche la succession. Donc, qu'est-ce qui va se passer suite à des décès, par exemple? Est-ce que la personne va recevoir un héritage? Qu'est-ce qu'on fait si la personne reçoit un héritage? On pourrait également planifier des vœux en lien ou des souhaits en lien avec une hospitalisation future, si la personne peut le faire, si elle a l'autonomie de le faire.
Donc, qu'est-ce qu'on fait si la personne est hospitalisée? C'est des questions qui sont évidemment pas toujours agréables à aborder, mais qui sont importantes dans un contexte de vieillissement. Maintenant, passer à la section sur les outils. Oui, aujourd'hui, j'avais envie de présenter plusieurs outils, puis c'est pas forcément des outils qui expliquent comment planifier, c'est davantage des outils qui parlent de thématiques qu'on doit prendre en compte pour planifier à l'avenir des gens. Malheureusement, pour la planification, il n'y a pas vraiment de mode d'emploi. Et je pense qu'il n'y a pas non plus de bonne façon de planifier. Selon moi, l'important, c'est vraiment d'avoir une réflexion en amont sur la planification, puis que ce soit quelque chose à laquelle on réfléchisse activement. J'avais aussi envie de mentionner le fait que malheureusement, il y a très peu de ressources sur l'autisme. Puis c'est vraiment lié à l'état de la recherche. On a très peu de connaissances sur l'autisme, ce qui fait en sorte qu'il y a peu d'outils qui sont créés. Donc, je pense que c'est important de partager les ressources peut-être qui sont créées pour les personnes qui ont des déficiences intellectuelles pendant que les outils ne sont pas créés. Mais évidemment, c'est important aussi à côté d'essayer de faire en sorte que de plus en plus d'outils soient créés pour soutenir le vieillissement des personnes autistes. Donc, je vais vous présenter les outils à l'instant. On a un premier outil ici qui a été créé par l'AMDI en 2011 qui s'appelle Vieillir avec une déficience intellectuelle. C'est un guide qui porte vraiment sur le vieillissement des personnes avec une déficience intellectuelle, puis qui explore 5 thématiques différentes, donc la santé, la famille et le réseau social, l'hébergement, la retraite et la succession. Donc, l'outil est vraiment bien fait parce qu'il permet d'avoir accès à des exemples concrets, puis à des listes de ressources. Je vais vous mettre le lien, je pense, dans le chat pour consulter l'outil en live. Je fais ça à l'instant. Puis je vais vous le présenter rapidement. Très bref survol de l'outil. Ah, parfait. Donc, on voit que dans l'outil, les différentes thématiques sont présentées en communication claire. Il y a aussi des sections que faut-il observer qui peuvent être très pratiques justement pour essayer de faire peut-être un petit diagnostic maison de la situation. On a également des pages dans lesquelles on peut justement noter nos observations. Je voulais aussi vous montrer où sont les différents outils, différentes ressources. Ah oui, voilà. On a des petits blocs comme ça qui contiennent vraiment des ressources pour nous permettre d'avoir accès à des ressources institutionnelles, gouvernementales ou communautaires. Puis le guide date de 2011, mais il est vraiment bien fait. Puis je pense qu'il fait vraiment un portrait assez complet de la situation, puis de plusieurs des enjeux qui sont vécus par les familles. Donc ça permet, à l'aide justement des différents enjeux qui sont nommés, de penser à comment est-ce qu'on peut planifier son avenir. Je vais maintenant présenter l'autre outil, qui est le bien vieillir des personnes présentant une déficience intellectuelle et de leurs proches, deux réalités à rencontrer. C'est un outil qui a été créé par l'AIS, qui est maintenant Livre Grand, et Élise Milo en 2023. C'est un outil qui est vraiment intéressant parce que c'est un guide interactif qui est accompagné de capsules vidéo qui portent sur le vieillissement des personnes avec une déficience intellectuelle. Quand je dis que c'est interactif, c'est que les personnes peuvent visionner les vidéos puis ensuite répondre à des questions dans un guide. Le fait d'ailleurs que les thématiques soient présentées sous format vidéo va vraiment permettre, dans plusieurs cas, de faciliter la compréhension de différentes thématiques. D'ailleurs, c'est un beau projet dans lequel des acteurs neurodivergents ont été sollicités pour la réalisation des vidéos. Donc, le guide va aborder 4 différentes thématiques, donc le deuil, la retraite, le double vieillissement, la mort, puis les différentes questions qui sont liées au vieillissement. Je vais à nouveau vous partager le lien dans le chat, puis je vais vous présenter très rapidement l'outil. Ah. Donc, on a les capsules vidéo ici qu'on peut regarder. Puis ensuite, on peut ouvrir le guide qui est imprimable.
Puis, le guide est très bien fait dans la mesure où il y a des activités interactives, donc les activités à réaliser à partir des vidéos qui ont été regardées. Mais il y a également des sections qui vont vraiment porter sur les informations qui sont pertinentes justement pour faire face aux différents enjeux qui sont vécus par les personnes et leurs familles. Donc, par exemple, ici, on aurait des informations sur la fiducie, sur les mesures de protection des personnes, sur la mesure d'assistance, sur la représentation, sur la tutelle. Donc, ça va vraiment permettre de rassembler plusieurs informations pour prendre des informations, pour prendre des décisions qui vont soutenir la planification du futur. Puis ce guide-là aussi, évidemment, est fait en communication claire, donc ça facilite la compréhension. Et je vais maintenant présenter un autre outil qui a été créé par le RT21, qui est le vieillissement, un guide vers une prochaine étape de vie. Donc, c'est un guide qui permet d'en apprendre davantage sur les signes du vieillissement pour mieux préparer les trajectoires de vie. C'est un guide qui présente également des pistes de solutions pour faire face au vieillissement proactivement. Donc, en étant dans l'action, je vais à nouveau vous présenter très rapidement le guide. Euh, Puis je pense que le guide du RT21 est intéressant parce que justement, il s'intéresse énormément aux changements physiques, physiologiques, puis à la question de la santé. Donc, comment est-ce qu'on fait pour rester en bonne santé en vieillissant? C'est aussi un guide qui s'intéresse à la transition de la vie adulte au vieillissement, puis qui propose un guide à la page 19. D'ailleurs, on pourrait peut-être le regarder rapidement, ce petit guide. Donc oui, dans ce guide du RT21, on propose vraiment quelques conseils pour préparer un plan de transition, puis différentes mesures qu'on devrait prendre justement pour essayer d'élaborer le plan. Donc ça peut être très pratique si on est dans une démarche justement de planification du futur. Et puis je présenterai déjà le dernier outil, qui est le coffre à outils qui a été créé lors de la première phase du projet Revie. Puis c'est un coffre qui regroupe 168 ressources qui sont compilées par thématique pour mieux comprendre le vieillissement des personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle. Puis c'est possible de naviguer dans le coffre par thématique. Donc, si vous cherchez une thématique précise, c'est possible de trouver la thématique dans le guide en question. D'ailleurs, c'est un guide qui est mis à jour à chaque année, donc il est évolutif. J'essaie de faire un travail de veille de mon côté de façon à identifier des nouvelles ressources puis les mettre dans le guide. Par contre, la navigation dans le guide est peut-être un peu moins conviviale parce que c'est un fichier Excel, mais la force du fichier Excel, c'est de vraiment permettre d'organiser l'information de façon très, très efficace. Puis c'est assez facile de chercher dans le guide d'ailleurs. Mais par exemple, on a plusieurs thématiques qui sont répertoriées ici dans les catégories, comme justement tout ce qui touche les transitions, tout ce qui touche les connaissances de base, tout ce qui touche le maintien des acquis, la santé, l'inclusion sociale, proche aidance, l'habitation, la maltraitance, le deuil et la fin de vie, la défense de droits et les questions relatives aux finances. Donc, par exemple, si on veut faire une recherche, on peut faire la commande CTRL F, puis chercher une thématique précise. Par exemple, si c'est la thématique des finances qui m'intéresse, le fait d'utiliser la barre de recherche va nous permettre de tomber sur toutes les ressources en lien avec la finance. Donc là, ici, je pourrais cliquer ici sur le lien qui va nous permettre d'en savoir plus sur la pension et la sécurité de la vieillesse, par exemple. On a aussi, ah oui, j'ai oublié de mettre le lien pour la RT21. Merci, je vais le mettre à l'instant. Parfait. Il a été mis. Ah, parfait. Super, c'est gentil, merci. Parfait. Donc, de mon côté, c'était tout pour la présentation des outils. J'avais vraiment envie de garder un peu de temps pour une discussion. Je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport aux thématiques qui ont été présentées ou par rapport aux différents outils que je viens de présenter. Sinon, si c'est possible pour moi aussi de présenter d'autres outils avec grand plaisir. Le lien pour le coffre à outils, bien sûr.
Voilà, je viens de mettre le lien pour le coffre à outils. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais vous le voyez à l'écran, que le coffre à outils a vraiment été créé en collaboration avec l'accompagnateur. Puis vous pouvez trouver aussi plusieurs ressources sur le site de l'accompagnateur en lien avec le vieillissement des personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle. D'ailleurs, ils sont vraiment en train de bonifier la section vieillissement de l'accompagnateur. Est-ce qu'on avait des questions? Je vais d'ailleurs arrêter mon partage d'écran pour que ce soit peut-être un peu plus convivial. Parfait, merci. Ou est-ce que vous aimeriez peut-être parler de la façon dont vous avez planifié certaines choses pour vos proches? Ben, nous, on n'a rien planifié encore, là, tu sais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il reste du temps pour le On, faire. Puis il y a pas de, on, je l'ai pas dit ça, mais il n'y a pas de bon moment pour commencer. Puis ben non, c'est ça, on a les commencé. réalités de tout le monde sont différentes. Puis on sait à quel point ça peut être quelque chose qui prend beaucoup de place dans la vie des gens, l'approche aidance. Donc, Ouais. l'important, c'est de commencer un jour ou l'autre, mais il n'y a pas de bon moment pour le faire. Vous avez dit au tout début, là, dans les premières slides, Mhm, je vais noter parce que ça m'avait sauté voyons, mhm, dans les yeux, là, vous disiez pour les personnes autistes, pour l'avenir, mhm, il va y avoir plus de services adaptés. Puis mhm, là, on sait qu'actuellement, il n'y en a pas de services adaptés dans le mhm, sens que, moi, entre autres, pour notre fils, ben, le CLSC, c'est rendu comme le CRDI, là, tu sais, c'est comme à la mhm, pige, là, ils font une étape, puis après, quand c'est fini, c'est fini. mhm, Pas volontaire, etc. Euh, Puis en réfléchissant, c'est vrai que pour l'avenir, je pense qu'il va y avoir plus de services adaptés parce que, comme vous avez dit, c'est quand même assez récent, tout mhm, le stick d'autisme et tout. Puis de plus en plus, c'est comme je pense au niveau de l'hébergement, par exemple, il y en a pas assez. mhm, Il y a de plus en plus d'organismes, tu sais, qui travaillent pour qu'il y en ait un peu plus, là. Bon, tu sais, il y a la Fondation Véronique, etc. Puis je mhm, voulais juste parler du projet pour lequel moi, je suis impliquée. Je suis dans le conseil d'administration de la Maison de l'autisme. mhm, Puis la Maison de l'autisme, ça fait 5 ans que ça existe, un peu plus. Puis depuis 5 ans, ben, ils ont parti le projet d'hébergement. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est un hébergement transitoire pour les jeunes autistes de 25 ans et plus au stade 1, mhm. c'est-à-dire léger, ben léger entre guillemets. Oui. Puis dans le fond, pourquoi transitoire? Parce que c'est pas pour un hébergement permanent, c'est vraiment pour leur montrer à développer leur autonomie parce que nous, ce qu'on note ici à la maison, c'est que notre garçon se fie beaucoup trop sur nous Mhm, parce qu'on fait, tu sais, on fait la cuisine, on fait le lavage, on fait, tu sais, fait que c'est comme si c'était une montagne à gravir, toutes les choses qu'on aurait à y montrer. Fait que dans cette classe-là, qui serait à peu près un hébergement pour 2 ans, qui serait mhm, supervisé, ben il y aurait au moins il pourrait prendre, tu sais, il y aurait une place, parce que nous, on mise beaucoup sur l'apprentissage expérientiel. C'est quand ils sont en situation d'apprentissage, d'expérience, qu'ils mhm. vont développer, tu sais, des aptitudes pour se débrouiller tout seul plus tard, là. Fait que c'est ça qui s'en vient. Peut-être dans 3 ans, on pense que on va, ben on a déjà l'endroit, là, mais que dans 3 ans, il faut le rénover et tout. Ça serait comme des styles studio ou des petites, peut-être un 2,5 maximum, là, mais c'est ça Ouais, puis c'est une super initiative. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'initiatives du genre au Québec aussi qui sont en train de voir le jour. Puis on réalise qu'en effet, les personnes sont capables de développer leur autonomie si on prend la peine de leur offrir un accompagnement pour les premières années. Donc, je suis heureuse de savoir que le projet est vraiment en train de prendre forme. Oui, on va vous informer. Oui. Ah, merci beaucoup. Puis oui, pour la question des services, on peut espérer qu'il va y avoir de plus en plus de services. Après, je pense que ça va un peu dépendre aussi des décisions politiques qu'on va prendre. Mais puis si on suit un peu l'actualité, dernièrement, on a peut-être de quoi avoir peur. Mais je pense que jusqu'à tout récemment, on était vraiment dans la bonne direction. Puis on essayait vraiment de développer de plus en plus de ressources pour les personnes. Donc, on peut espérer que les différents moyens de pression qui sont effectués sur nos gouvernements présentement vont marcher pour qu'on continue de développer un monde de plus en plus inclusif.
qu'on avait d'autres questions ou commentaires en lien avec la présentation d'aujourd'hui? Sinon, je le dis à chaque fois, comme c'est l'heure du lunch, peut-être que finir tôt, ce serait agréable aussi. Vous allez aussi nous envoyer le PowerPoint. Oui, je vais vous envoyer un courriel de suivi dans lequel il va y avoir l'enregistrement, puis le PowerPoint, puis aussi peut-être en même temps le formulaire d'évaluation. Parfait. Et s'il n'y a pas d'autres questions de mon côté, on peut se laisser maintenant. Merci beaucoup. Merci pour votre participation et votre présence, puis un bon mois de juillet. J'imagine peut-être bonnes vacances aussi pour la plupart d'entre vous.